Au Burkina Faso, le gouvernement prend le contrôle de Total Energy. Il y a Nathalie Yam qui se moque du fait que la défense nationale au Burkina Faso annonce qu'il y a une équipe de l'armée de l'air française qui va s'installer à Bouaké pour la formation des pilotes ivoiriens. Quand on revient au Mali, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe pour le bien du peuple. 101 milliards d'économies. La réduction du train de vie de l'État porte ses fruits. Le gouvernement fait des efforts pour réduire le train de vie de l'État. Résultat, plus de 100 milliards de francs CFA ont été économisés. L'information a été donnée aujourd'hui par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, lors de la réunion mensuelle avec le secteur privé. On en sait plus avec Mamadi Koné et Aliou. Au Burkina Faso, le gouvernement prend le contrôle de Total Energy. On apprend que Total Energy Burkina appartient désormais à Coris Invest Group, qui est dirigé par l'homme d'affaires burkinabé Idrissa Nassa. L'acquisition s'inscrit dans le cadre d'une série de retraits de multinationales françaises sur le continent africain et particulièrement dans la zone de l'AES, sur fond de montée du sentiment et de la volonté de puissance souverainiste de l'Afrique. Le géant pétrolier français Total Energy a annoncé que désormais, il n'a plus d'actifs au Burkina Faso. Cela a été transféré à la compagnie Coris Investment Group, qui est désormais dirigée par un homme d'affaires burkinabé. Ce désengagement a été confirmé le 18 février 2025, donc il y a 2 jours là, par Mbaké Badara, le responsable du développement commercial chez Total Energy pour l'Afrique de l'Ouest, lors de sa réception par le ministre burkinabé de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnano Dempoda. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Parce que là, ils font comme si c'était de leur plein gré. Comme ils ne pouvaient plus exploiter ou surexploiter le pays comme ils avaient l'habitude de le faire depuis des décennies, maintenant qu'ils sont beaucoup plus surveillés, ils se disent que okay, le mieux à faire c'est de vendre l'entreprise, de céder l'entreprise comme ça et au moins ils pourront continuer ailleurs en Afrique. Parce que si vous vous rappelez récemment, c'est au Mali que ça s'est passé. Il y a aussi la récupération de Total Energy Mali par une autre entreprise locale. C'est pour ça que j'ai précisé que c'était un truc de souveraineté, que c'est seulement pour les pays qui décident de s'affirmer en fait. C'était qu'une affaire de quitter l'Afrique, ils seraient partis de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun et j'en passe. Or, ils sont encore très bien installés et ne comptent pas bouger pour l'instant. Il faudrait qu'il y ait un gouvernement qui décide de les surveiller, qui décide d'avoir un partenariat égal et égal et vous verrez tout d'un coup, ils vont trouver qu'ils n'ont plus autant d'intérêt que ça en Afrique. Nous sommes venus informer de la conclusion d'un accord commercial avec un acteur majeur au Burkina, la compagnie Coris Investment Group, pour la cession de nos actifs dans le pays, a déclaré donc Badara à la sortie d'audience au ministère. Le responsable a affirmé qu'il était important de rencontrer les autorités afin de les tenir informés et de poursuivre les démarches conformément au processus habituel en matière de fusion et d'acquisition. Cette cession des actifs de Total Energy au Burkina Faso s'inscrit dans le cadre d'une série de retraits de multinationales françaises sur le continent, confirmant la tendance de ces dernières années. La fin progressive de l'hégémonie économique française en Afrique au moment même où les puissances comme la Chine et la Russie consolident leur partenariat avec les États africains désireux de s'émanciper des anciennes puissances coloniales. Après le Mali, où Total Energy a vendu ses actifs au groupe Coli Energy, et l'Afrique du Sud, où il s'est retiré des blocs offshore 11B et 12B, la cession au Burkina Faso illustre l'affaiblissement de la position française en Afrique dans un contexte de plus en plus de pays africains portés par des acteurs locaux revendiquent leur souveraineté économique et énergétique. Au Burkina Faso donc, l'acquisition des actifs de Total Energy représente une avancée majeure pour l'indépendance économique du pays. Déjà influent dans le secteur bancaire et de l'assurance, le groupe Idrissa Nassa, donc celui qui récupère Total Energy, va donc étendre son influence comme ça et ouvre la voie à une véritable africanisation du secteur de l'énergie et à ce niveau des énergies fossiles. Avec un financement structuré par une émission obligatoire de 20 milliards de francs CFA, environ 31,5 millions de dollars, Coris Investment Group démontre que les entreprises africaines ont la capacité de prendre en main les secteurs stratégiques, autrefois qui étaient sous le monopole de multinationales coloniales occidentales, si vous voulez être plus lisse, mais c'est colonial. Cette acquisition intervient alors que le gouvernement militaire actuel au Burkina Faso a fait de la souveraineté du pays le principe même de gouvernance, c'est-à-dire c'est ça la vision actuellement au Burkina Faso. Donc depuis, les autorités burkinabées ont annoncé à plusieurs reprises vouloir reprendre le contrôle sur les ressources, notamment énergétiques, minières et j'en passe du pays, accusant les gouvernements précédents de soumission aveugle à la France et à la CEDEAO qui est toujours un supplétif de la France.
Voilà. Et donc, c'est magnifique. Comme l'article dit, un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. C'est comme ça que l'on marche, c'est comme ça qu'on arrive au bout du chemin. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et regardez en à peine 2 ans tout ce que le Burkina a réalisé, tout ce que l'AES a réalisé même en fait. C'est magnifique. Vous imaginez si vous leur accordez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, c'est ça qu'il nous faut dans nos pays et on ne va jamais cesser de le dire. On ne cessera jamais de le dire. Il faut juste des dirigeants qui savent prendre des décisions pour le bien de nos nations. C'est tout. Et qui soient déterminés en cela. Parce que la peur de la mort, la peur de perdre des trucs, fait en sorte qu'ils prennent des décisions tellement égoïstes qu'à un moment donné, on se demande si c'est pas mieux la mort. Ils causent tellement de dégâts par pur égoïsme. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celle qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Parlant de gouvernements qui prennent des décisions par pur égoïsme, il y a Nathalie Yam qui se moque du fait que la défense nationale au Burkina Faso annonce qu'il y a une équipe de l'armée de l'air française qui va s'installer à Bouaké pour la formation des pilotes ivoiriens. Et elle dit lol, le retrait entre guillemets invisible de l'armée française en Côte d'Ivoire. Voilà l'illustration de ça, de ce fameux retrait invisible là. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? France et Côte d'Ivoire, le début du second acte de leur comédie. La France et la Côte d'Ivoire viennent d'offrir au monde un nouveau chef-d'œuvre en termes de théâtre diplomatique, de théâtre comique. C'est pas le théâtre drame très beau, non, le théâtre comique. Après avoir annoncé en grande pompe le retrait historique des troupes françaises de la base de Port-Bouët, rebaptisé avec la finesse d'un rebranding colonial en Camp Thomas Dakin Ouattara, bien sûr, pour pouvoir faire oublier 6 décennies de présence militaire française en Côte d'Ivoire, les deux dansent maintenant une sorte de tango stratégique où chaque pas en arrière dissimule maintenant 3 pas en avant. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Ouattara, dans ce discours de fin d'année, digne d'un metteur en scène hollywoodien très mal formé, a proclamé la modernisation effective de l'armée ivoirienne, en justifiant ainsi le départ de 600 soldats français, ou presque. Car derrière ce bruit médiatique, un détail persiste. Une centaine de militaires français vont rester pour pouvoir faire des missions de formation. Formation, ce mot magique qui transforme une occupation en coopération, un empire, un pays impérial en partenaire stratégique. On connaît ces mots-là. Comme par hasard, ces coopérants seront logés à Bouaké, à quelques kilomètres du Mali, pays ayant viré des Français. La boucle est bouclée. Paris joue les professeurs de guerre à distance, tandis que Bamako regarde sceptique depuis ses frontières et en train de se préparer en continuité pour pouvoir bloquer les différents assauts qui vont être menés. Ne vous y trompez pas, rétrocéder Port-Bouët n'est qu'un tour de passe-passe géostratégique. La France déploie désormais une équipe de l'armée de l'air à Bouaké, ville stratégique officiellement pour former des pilotes ivoiriens. Mais c'est une farce. Qui forme qui vraiment? Dans ce pays où la France a historiquement façonné les élites militaires, cette nouvelle coopération ressemble curieusement à une mainmise déguisée. Et pendant que les Ivoiriens célèbrent leur souveraineté retrouvée, du moins ceux qui sont inconscients, parce qu'il y a beaucoup qui comprennent que ça c'est que de la fumée, il y a beaucoup qui comprennent que c'est juste, on appelle ça quoi, c'est quoi l'expression? De l'esbrouf, je crois que c'est ça l'expression, non? Donc, pendant qu'il y a certains, ceux qui ne comprennent rien,
qui sont en train de fêter une sorte comme ça de liberté retrouvée, et que d'un autre côté, il y a ceux qui sont conscients, marginalisés, traqués comme ça par les autres. Paris murmure à l'oreille des généraux ivoiriens. Ne vous inquiétez pas, on reste dans les parages. Et c'est pour ça que Macron disait que même quand ils ont dit qu'ils allaient partir là, il y a certains, si vous vous rappelez, il a précisé qu'il y a certains qui disaient non, ne partez pas, restez. Dans les certains là, qui veut parier qu'il y avait la Côte d'Ivoire là-dedans? Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. Ce scénario n'est donc pas le fruit du hasard. Ça s'inscrit dans un partenariat renouvelé prôné par Jean-Michel Bockel, l'envoyé spécial de Macron qui préconise un remplacement des bases militaires par des détachements de liaison. Comprenez par ça des vestiges de l'empire du monde low profile. La France est experte dans la métamorphose, c'est-à-dire comme ça qu'il troque l'uniforme contre des costumes et des consultants, moins visibles mais tout aussi présents, voire même plus présents. Et la Côte d'Ivoire donc, elle joue les élèves modèles, faisant semblant d'être autonome en quoi que ce soit, tout en gardant un œil sur le manuel stratégique écrit par Paris, complètement dicté par Paris et surveillé par les Français et les représentants du peuple français. Alors que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont claqué la porte à la France, Abidjan et Paris cultivent donc l'illusion d'une sorte de transition équilibrée. Mais dans cette pièce, dans ce théâtre qu'ils font, les décors changent, le scénario reste le même. Et il y a 1001 reprises des scénarios de Sherlock Holmes, ça reste Sherlock Holmes. Il y a 1001 reprises des scénarios de Robin des Bois, ça reste Robin des Bois. Le décor change, les technologies changent, les méthodes changent, les supports changent, mais ça reste la même chose. C'est que du changement cosmétique, c'est tout. En 2025, l'Afrique régionne. La coopération franco-ivoirienne se veut un mariage de raison. S'habille désormais des atouts du 21e siècle, c'est-à-dire moins de base, plus de soft power militaire, mais sous le vernis des mots concerté, organisé, coopération, moderne, nanana. La logique reste la même. La France ne part jamais, elle se recycle. Et la Côte d'Ivoire, ça c'est une question qui pose. Et la Côte d'Ivoire, elle vend son âme en échange d'un semblant de fierté nationale, avant de réaliser que le diable porte toujours un képi. Voilà. C'est une image assez troublante. Je l'accorde. Je ne vais en faire aucun commentaire. Et il y a une personne qui a écrit, c'est notre pays, on reçoit l'armée française comme on veut et quand on veut, dans le respect des différents partis. Est-ce que tu penses vraiment que c'est dans le respect des différents partis? Est-ce que tu penses vraiment que la société civile ivoirienne veut ça? C'est-à-dire au-delà du fantasme déployé comme ça dans les médias, est-ce que tu penses vraiment que la société civile veut ça, souhaite ça? Si la société civile était vraiment fière de ce qui se passe partout dans nos pays, on n'allait pas être aussi enthousiasmé par ce qui se passe dans l'AES. Il faudrait qu'on apprenne aussi à être honnête avec ce genre de choses. Si dans nos pays ça allait bien, si on était fiers de nos pays, on n'aurait pas eu besoin de se justifier en ligne, comme on voit là. On n'aurait pas eu besoin de ça. On n'aurait pas eu un tel engouement et un tel regard sur ce qui se passe dans l'AES. On n'aurait pas eu l'espoir dans les yeux du simple fait de voir comment les autres pays sont en train de se battre. On n'aurait pas eu ça. Donc, il faudrait qu'on arrête un peu cette hypocrisie-là que pour un semblant de fierté inutile qui ne sert à rien parce qu'à la fin de la journée, tu as toujours exactement les mêmes problèmes. Il y a toujours les mêmes coupures d'électricité. On a toujours les mêmes accès à l'eau potable, les mêmes accès aux ressources de base, à la nourriture, à la santé et j'en passe. Je dis bien que les trucs de base parce que quand je parle même d'Internet, ça c'est loin déjà, c'est pour les gens riches. On n'a même pas les bases. On n'a pas les bases, on n'a pas des routes. On ne peut pas commercer, on ne peut pas se déplacer dans le pays, on ne peut pas se déplacer dans les sous-régions. On ne peut pas s'occuper de nous. Encore moins d'une autre personne. Pour une famille, alors, c'est un vieux rêve si lointain. Si tout ça était correct dans nos pays, je vous promets, on n'aurait même pas eu besoin de faire le bavardage sur les réseaux. Ça, c'est parce qu'on veut masquer la frustration que l'on ressent au quotidien. Que voici la formation des pilotes en question. C'est ça les avions qu'ils vont utiliser. Pour rappel, on a partagé des séquences ici pour montrer comment est-ce qu'ils formaient les soldats africains. On avait des bouts de bois. Jusqu'à on prend un gros morceau de bois, on dit que non, c'est un obusier. Tu dois viser, tu tires. Oui, ils vont utiliser les avions en jouet. Pour l'instant, les bouts de bois remplacent la Kalachnikov. Pam, pam, pam. Pum, 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 pum. On t'a choisi un canon anti-aérien. Si tu vois un avion, tu tires. Va. Et pour les avions, maintenant, vous allez entendre vroom, vroom, vroom,
Et ils vont faire comme s'ils vont faire des reportages pour se moquer de nous. Et il y a certains qui vont dire oui, on accueille qui on veut. Ce n'est pas la décision du peuple d'accueillir les bases militaires françaises ou des militaires français. Lorsque je dis la Côte d'Ivoire fait ceci, je sais pas, le Bénin fait cela, ce n'est pas le peuple qu'on est en train de pointer du doigt. Soyons sérieux 2 minutes. C'est pas le peuple. Quand tu dis que c'est notre pays, on accueille qui on veut, tu as déjà pris une décision à quel niveau? C'est un gouvernement qui a ses orientations, qui prend ses décisions. Ça n'a jamais été la volonté du peuple. La volonté du peuple s'est toujours exprimée et on a toujours maté le peuple par la violence. Vous voulez que je repasse ici les morts qu'il y a eu, la souffrance qui a été générée? Enfin, je ne peux même pas, vu que YouTube va bloquer. Un pouvoir fondé sur la fraude, la manipulation et le chaos. Ouattara a fraudé massivement dans le Nord et j'en ai la preuve. Dans 5 bureaux. Il y a des bureaux où il a fait pour Gbagbo 1 et 500 pour Ouattara. Ça, si l'ONU, le machin comme disait De Gaulle, si la commission électorale dite indépendante dit la vérité ou bien elle annule les élections, ou monsieur qu'on a entendu parler tout à l'heure, le coréen, monsieur Choi. Monsieur Draman Ouattara, qui est l'épicentre de tous ces problèmes, s'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré. Et une personne qui demande formation des pilotes comment? Avant de recevoir le titre de pilote, il n'avait pas encore suivi de formation. Parce que la logique derrière, c'est quoi? C'est que s'il avait déjà les pilotes dans le pays, ils n'ont pas besoin de nouveaux pilotes. Ils n'ont pas besoin de pilotes français pour venir les former. Pas du tout. Ils peuvent se servir des pilotes qui sont déjà là pour former les nouvelles vagues de militaires pilotes. C'est ça qui se cache derrière cette question. Et c'est une excellente question. C'est une excellente question. Formation de pilotes comment? Il n'y avait pas de pilote dans le pays. Il n'y avait pas de pilote dans le pays, c'est ça. Et on va entendre la même chose comme ça chez tous nos pays. Ce n'est qu'un cas de figure ici, parce que voilà, c'est un fait d'actualité. Mais vous allez vous rendre compte que c'est la même chose chez nous tous. Et c'est ça que je trouve laid. Toujours ce même prétexte, formation. Alors qu'ils sont là pour mener des opérations clandestines de déstabilisation dans les pays de l'AES. Le vassal peut tenter de tromper tout le monde. Mais le maître, lui, qui a des comptes à rendre de son côté, ne peut se le permettre. Et systématiquement, on verra toujours des trucs comme ça. Actuellement, comme on le sait, comme le général Tchiani a dit, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire autour de l'AES pour pouvoir déstabiliser la région. Donc on comprend que ce mouvement n'est qu'une stratégie mise en place. Ce n'est qu'une stratégie. Comme il y en a plusieurs que ces gars sont en train de mettre en place pour détruire l'AES. Et c'est pour ça qu'on en a besoin de fact-checkers. C'est pour ça qu'on en a besoin de personnes qui sont là pour rétablir les vérités. Pour pouvoir contrer le narratif abondant et mensonger de la propagande. Parce que la propagande a les moyens. Pour faire de la propagande, il faut énormément de moyens. Il faut le budget, il faut les institutions. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire de propagande. Donc, comme la propagande actuellement est nuisible, elle a pour détruire les Africains et l'Afrique, il faudrait qu'il y ait des médias de contrepoids pour pouvoir rappeler un certain nombre de choses aux gens et rééquilibrer au moins les discussions en famille, rééquilibrer au moins les discussions dans les rues. Que des gars ont un endroit où ils auront un point de vue alternatif ou une analyse différente de la situation. On ne peut pas passer 30 ans, 40 ans, 50 ans à refaire la même chose, pensant que quelque chose va changer à un moment donné. Il faut qu'on arrête d'être idiot. Quand on revient au Mali, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe pour le bien du peuple. 101 milliards d'économies. La réduction du train de vie de l'État porte ses fruits. J'aimerais bien voir d'autres pays en Afrique où on fait ce genre de choses en dehors de l'AES. Parce qu'on sait très bien que nos États, leur train de vie, c'est indécent. C'est indécent. Vous entendez les sommes qui sont dépensées chaque jour. Vous vous demandez comment est-ce que vous faites pour pouvoir mourir de faim. Au Mali, ils ont décidé de réduire le train de vie de l'État. Et on voit qu'il y a 101 milliards d'économisés. 101 milliards. Pas 1 milliard. Pas 10 milliards. 101 milliards. Le gouvernement de la transition du Mali, sous le leadership du général Assimi Goïta, a placé la réduction des dépenses publiques au centre de sa politique économique. Cette stratégie axée sur la rationalisation des missions à l'étranger, du parc automobile de l'État et la réorientation des fonds de souveraineté vers des œuvres sociales a déjà permis de réaliser des économies substantielles. Selon les données issues de l'évaluation de la PAG, la réduction du train de vie de l'État a généré près de 101 milliards de francs CFA d'économie à la fin de l'année 2024. Vous entendez ces chiffres? Vous entendez comme c'est beau? Vous voyez à quel point les gars ont très bien vécu, même sans tout cet argent dépensé. L'État n'est pas mort de faim. Les gars n'ont pas eu moins de voitures, ils n'ont pas eu moins de chauffeurs. Ils ont simplement optimisé les dépenses. Et vous allez même voir que l'optimisation là n'est pas encore arrivée à son paroxysme. Parce que quand ce sera encore plus travaillé, mieux maîtrisé, il y aura encore plus d'économies que ça. Et c'était juste en 2024. Juste en 2024.
Donc pour faire comprendre qu'on peut déjà trouver l'argent au sein de la manière dont les fonds sont gérés dans nos pays. Et voilà que le Mali vient de le démontrer. 101 milliards d'économies pour la fin de l'année 2024. C'est beau. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a souligné l'importance de cette initiative pour pouvoir assainir comme ça les finances publiques et renforcer l'indépendance financière du pays. Le gouvernement fait des efforts pour réduire le train de vie de l'État. Résultat, plus de 100 milliards de francs CFA ont été économisés. L'information a été donnée aujourd'hui par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, lors de la réunion mensuelle avec le secteur privé. On en sait plus avec Mamadi Koné et Aliou Touré. Lors de cette troisième réunion mensuelle de concertation entre le Premier ministre et le secteur privé, les débats ont porté sur 4 points. Il s'agit de l'examen et l'adoption du compte rendu de la réunion du 13 janvier, l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion, l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et enfin, la présentation des résultats des travaux de la commission technique sur les réformes structurelles. Des différents exposés, l'on retient que les 14 mesures du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population sont en train d'être mises en œuvre à un bon rythme. En ce qui concerne les réformes structurelles, 12 propositions sont faites par les faits tiers. Le présent cadre de concertation a pour objectif de nouer un partenariat fécond entre les secteurs publics et privés en vue de la prise en charge effective des préoccupations de chaque partie dans le cadre du processus de développement économique et social de notre pays. Votre présence en grand nombre depuis la mise en place du présent cadre témoigne de l'intérêt que vous accordez à la nouvelle dynamique créée entre les secteurs publics et le secteur privé pour examiner les préoccupations fondamentales des populations et d'y apporter des solutions appropriées. Le Premier ministre a rappelé que les autorités de la transition ne sont jamais dans l'immobilisme et ne vont jamais se soustraire aux sacrifices en cours. Déjà, l'État a considérablement réduit son train de vie. En effet, depuis plusieurs mois, sous le leadership éclairé du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement de la transition a fait de la réduction des dépenses publiques son cheval de bataille à travers les mesures suivantes. La rationalisation des missions des ministres et des cadres de l'administration à l'étranger, la rationalisation du parc automobile de l'État, la réduction des dépenses publiques de l'État, la réorientation des fonds de souveraineté vers des œuvres sociales. Ainsi, la mise en œuvre de ces mesures a permis au gouvernement de transition de réaliser des économies de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Déjà en fin 2024, selon les données issues de l'évaluation du PAG, la réduction du train de vie de l'État a permis d'économiser près de 101 milliards de francs CFA. Le chef du gouvernement a également invité le secteur privé à accompagner le gouvernement sur des sujets d'intérêt national. Tels que l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, vœu cher au ministre de l'Énergie, en intrants agricoles et produits alimentaires, principalement à l'approche du mois de Ramadan, le mois de grande consommation. La libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération des États du Sahel et entre les États de l'AES d'une part, les États de l'UEMOA et de la CEDEAO d'autre part. La mise en œuvre du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social que le gouvernement vient de mettre en place. Le secteur privé a une fois de plus salué le Premier ministre pour avoir institué ce cadre d'échange qui devrait permettre de surmonter beaucoup de problèmes. Voilà, beau geste. Beau geste, beau geste. Après, il y a certains qui vont demander pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de nos pays. Il y a quoi à dire dans nos pays? Vous avez entendu ça? Le jour où je vais entendre un truc pareil dans mon pays, je vais en parler, je serai même le premier. Et avec tellement de fierté. Mais en attendant que ça arrive, on va parler de ceux qui font des choses. On va parler de l'endroit où les choses se font. Voilà. En plus, ça fait plaisir à tout le monde. Et il y a une personne qui a écrit ici, et j'espère que cette mise au point du Premier ministre va fermer la gueule de tous ces chiens qui veulent que ce gouvernement tombe, que ces chiens soient maliens ou étrangers. Nous ne laisserons personne faire tomber ce gouvernement. Ce gouvernement nous donne de la force. Ce gouvernement se donne à fond pour sauver le pays. Soutenons-le. Voilà, vous voyez. Vous entendez ça? C'est fort. Quand le gouvernement fait quelque chose pour le peuple fait des choses pour le gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. On va conclure avec ceci. Toujours au Mali, l'état-major dénonce les campagnes d'intoxication contre les FAMA et appelle à la vigilance. Comme ils n'arrivent pas à battre l'armée de manière régulière, ils utilisent donc des stratagèmes. L'état-major général des armées du Mali, en abrégé EMGA, a publié un communiqué de presse le 19 février 2025 pour mettre en garde l'opinion publique contre les campagnes d'intoxication orchestrées par des groupes armés terroristes, leurs alliés et sponsors,
à l'encontre des forces armées maliennes. Ces campagnes de désinformation visent à diaboliser les succès des FAMA, à discréditer les progrès réalisés dans l'amélioration de la situation sécuritaire et à faire l'apologie du terrorisme. Le MGA rappelle que les FAMA sont des forces professionnelles engagées dans la défense du territoire national et magnifie un soutien des autorités et du peuple malien. L'état-major général des armées souligne que ces actions de dénigrement n'entacheront en rien le moral et la détermination des FAMA. Les opérations de sécurisation et de stabilisation se poursuivent avec professionnalisme. Et voici le communiqué en question. L'état-major général des armées attire l'attention de l'opinion publique sur les campagnes d'intox orchestrées contre les forces armées maliennes. Et cela est fait par les groupes terroristes alliés et sponsors. Il s'agit d'allégations d'inflammatoires de violation des droits de l'homme. Une véritable campagne visant à diaboliser les prouesses et les succès des FAMA, vilipender les progrès dans l'amélioration de la situation sécuritaire et promouvoir l'apologie du terrorisme. L'état-major des armées rappelle que les FAMA restent des forces professionnelles engagées et dévouées dans l'exécution des missions régaliennes de défense du territoire national. Il magnifie le soutien des autorités et du peuple, puis remarque que les liens armée-nation n'ont jamais été aussi forts. En conséquence, ces campagnes de dénigrement et de déstabilisation n'entacheront en rien le moral et les actions des FAMA légitimées par le peuple malien. Les forces armées maliennes poursuivent avec professionnalisme les opérations de sécurisation et de stabilisation. Elles restent mobilisées et déterminées face à toute adversité contre notre pays et notre confédération en tout temps et en tout lieu. L'état-major général des armées du Mali exhorte les valeureuses populations du Mali à ne pas céder à des campagnes mensongères organisées par nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Cette tentative de diversion ne saurait nous désorienter de notre mission régalienne sur chaque centimètre carré du territoire national. Voilà. Fait à Bamako le 19 février 2025. Je crois que c'est clair. Bref, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre avis, vos analyses, partagez vos idées aussi et on se retrouve une prochaine fois.